Si les histoires de marins de tempête et d'aventure n'ont pas l'heure de vous plaire, comme il plaisait jadis aux enfants d'autrefois, si vous n'avez plus faim ni de vagues, ni de feu, ni de coups de tonnerre, ni de jambes de bois, alors qu'il en soit ainsi. Et mes pirates et moi goûterons au repos, vous saluant bien bas. Mais si les histoires de pirates, de soleil et de pluie, de moussaillons, de capitaines et de trésors enfouis peuvent plaire aux enfants et aux parents d'aujourd'hui comme ils ont plu en d'autres siècles aux enfants de votre âge, alors qu'il en soit ainsi, jeune mousse. Et à l'abordage! Voici l'auberge de l'amiral Benbow, près d'une crique et des falaises qui surplombent la mer. C'est là que vit le petit Jim Hawkins. Et voici maintenant un marin qui s'approche de l'auberge. Il est très grand, massif, avec des cheveux poisseux et un vieux manteau bleu, pas très propre. Hé gamin, comment tu t'appelles? Jim Hawkins, monsieur. Je te donnerai une pièce d'argent par mois si tu viens m'avertir dès que tu verras un marin à une jambe. Tu as bien compris? Oui, monsieur. Appelle-moi capitaine, Jim Hawkins, et sers-moi donc un rhum. Comme il y a peu de passages en ce moment et que sa bourse est bien pleine, le jeune Jim Hawkins le laisse entrer dans l'auberge. Il sent fort à crasser les effluves de Rome, mais s'il paye son dû après tout. Les jours passent, puis tout l'hiver, assez de temps pour que Jim retienne par cœur toutes ces histoires de pirates. Un soir, Jim tombe nez à nez avec un vieux marin courbé à la silhouette affreuse. Un ami généreux pourrait-il dire à un vieil aveugle où il se trouve? À l'auberge de l'amiral Benbow, monsieur. Une voix jeune? Donne-moi la main, petit. Aide-moi à entrer. Est-ce que Bill vit ici? Jim hésite, vérifie s'il a bien ses deux jambes, puis répond timidement « Il n'y a pas de Bill ici, monsieur. Seulement le capitaine. » Conduis-moi au capitaine ou je te casse le bras. Monsieur, vous ne devriez pas. Il a toujours un couteau sur lui. Avance! Ils arrivent près du lit du capitaine. Les affaires sont les affaires, Bill. Ta main. Il dépose un bout de papier, puis avec une agilité incroyable, tourne les talons et sort à grands pas. Jim et le capitaine échangent un regard. La marque noire. C'est pour ce soir. Il va falloir s'enfuir, Jim.
Le capitaine se lève d'un coup, attrape son coffre, fait un pas, puis ses yeux se révulsent. Il s'écroule et son visage s'écrase sur le sol. Qui va là? Dr. Livesey, ouvrez, je vous en prie. C'est moi, Jim Hawkins. Le docteur le fait entrer. Il était en consultation avec le sieur Trelawney, un monsieur fortuné. Les deux hommes accueillent le jeune. Jim leur raconte tout son périple, la visite du vieil aveugle, la marque noire. Puis surtout, le lendemain, des brigands sont venus à la taverne, tout saccagés. Jim les avait entendus venir et s'était enfui, avec quelques affaires du capitaine. Tu lui as pris son coffre? Seulement ce qu'il nous devait. Il n'avait pas réglé son solde de l'hiver. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le docteur Livesey désigne un petit paquet que Jim a gardé en souvenir du capitaine. Je crois qu'il n'aura pas voulu que ces fichus brigands s'en emparent. D'une main habile, Livesey ouvre le paquet. Une forte odeur de tabac froid se répand dans la pièce. C'est une carte. La carte d'une île, avec latitude et longitude, et l'inscription tremblante du capitaine. Ici, le gros du trésor. Livesey, renoncez à votre misérable clientèle. Dans 10 jours, nous aurons le meilleur navire d'Angleterre et un équipage de choix. Hawkins sera le mousse. Vous ferez un fameux mousse, Hawkins. Livesey, vous serez le médecin de bord. Et moi, l'amiral. Nous aurons des vents favorables, une traversée brève, et nous trouverons l'endroit sans mal. J'irai avec vous, Trelawney, mais un homme m'inquiète. Qui? Vous. Vous ne savez pas tenir votre langue. Les bandits qui ont attaqué l'auberge sont décidés à aller au bout pour récupérer leur butin. Vous devez tenir votre langue. Vous avez raison, je serai muet comme la tombe. Trouver le bateau a été plus difficile que prévu. Mais tout est devenu plus simple lorsque le sieur Trelawney souffla la destination aux habitants de Bristol. Nous voilà maintenant devant le navire. 200 tonneaux, d'une élégance rare et d'une conception si fine qu'un enfant pourrait le manœuvrer. Il est là, l'Hispaniola. Le sieur Trelawney raconte toute l'affaire et se vante en prime d'avoir déjà engagé le cuisinier de bord, un certain Long John Silver. C'est un ancien matelot qui tient une taverne, docteur. Je n'ai pas eu le cœur de lui refuser le voyage, il rêve de reprendre la mer. Vous auriez eu pitié, vous aussi, en le voyant. Il n'a qu'une jambe valide, l'autre est en bois. Une idée effrayante traverse l'esprit de Jim. Cet homme qui avait été pour le capitaine pendant tout l'hiver. Et si c'était lui, le marin à une jambe. Eh bien, sœur, dit le docteur, je suis rarement convaincu par vos découvertes, mais je vous le dis, ce John Silver me va. Cet homme est un as. Silver, vous êtes engagé. Nous allons au bateau sur le champ. Tout l'équipage monte à bord. Le capitaine du navire regarde les hommes embarqués avec sévérité, puis fait signe au sieur et au docteur. Jim suit le mouvement jusqu'à la cabine. Je vais être franc, je n'aime pas ce voyage, je n'aime pas l'équipage. Je vais vous dire ce que j'ai entendu.
Vous possédez une carte de l'île où figure une croix qui indique un trésor. Et vous en connaissez ses latitudes et longitudes. Je n'ai jamais parlé de ça. Les hommes le savent, monsieur. Impossible. Le docteur calme la discussion. Il avait bien compris ce que redoutait le capitaine. Une mutinerie. Il propose alors de réunir tout ce que le bateau compte empoudrer en armes dans la cabine et de ne plus dire un mot sur la destination du voyage. Contrairement à ce que je craignais, sieur, je crois que vous avez réussi à faire monter à bord 2 hommes honnêtes, ce capitaine et John Silver. Silver, si vous voulez, mais cet intolérable imbécile n'a ni la conduite d'un capitaine, ni d'un marin, ni d'un Anglais. Au dehors, les hommes commencent à chanter, en trimballant les barils de poudre et les fusils. Jim Hawkins, le jeune mousse, est sur le pont, émerveillé par l'organisation du navire. Bientôt, on lève l'ancre. Bientôt, elle se trouve suspendue et ruisselante à la proue. Bientôt, les voiles se gonflent. Bientôt, la côte et les navires en mouillage défilent à bâbord et tribord. L'Hispaniola entame son voyage vers l'île du trésor. Jusqu'ici, la traversée s'est faite sans encombre. Jim a passé son temps en cuisine avec Long John Silver, si bien qu'ils se sont liés d'amitié. Quand il le voyait nourrir son perroquet, Jim était convaincu d'avoir devant lui le meilleur des hommes. L'Hispaniola s'est révélé être un très bon vaisseau, et les hommes d'équipage des marins compétents. Le sieur ne manquait pas de leur offrir l'accès au tonneau à pommes et double ration de rhum à chaque occasion, sous le regard réprobateur du capitaine. Gâtez les hommes, vous aurez des diables, mon opinion. Un soir, Jim Hawkins va chercher une pomme. Le tonneau est déjà si vide qu'il doit s'y plonger tout entier pour en attraper une. Alors qu'il s'apprête à sortir, un homme vient s'adosser au tonneau. C'est Silver. Réalise que la vie de tous les honnêtes gens à bord dépend désormais de lui et de lui seul. Docteur, je dois vous parler. Faites descendre le capitaine et le sieur dans la cabine et trouvez un prétexte pour que je vous y rejoigne. J'ai des nouvelles affreuses. Jim raconte aussi brièvement que possible la conversation de Silver, comment il tâchait de corrompre l'un après l'autre chaque matelot pour en faire des pirates à son service, et comment il comptait agir le plus tard possible en égorgeant les honnêtes gens une fois le bagot chargé dans les cales. Eh bien, messieurs, nous devons attendre et ouvrir l'œil, attendre un vent favorable. Jim peut nous aider mieux que personne, dit le docteur. Les hommes parlent sans crainte devant lui, et il a un bon sens de l'observation.
Le sieur conclut en annonçant qu'il place toute sa confiance en lui. Un profond désespoir s'empare alors de Jim. Comment allait-il s'y prendre ? Le soleil a beau briller, les oiseaux marins crier, le cœur de Jim se serre et, dès le premier coup d'œil, il ne peut s'empêcher de détester l'île au trésor, avec ses forêts grises, ses rives escarpées, et pas la moindre plage, rien que des arbres qu'embrasse la marée haute. Les hommes sont de mauvaise humeur et accueillent tous les ordres d'un regard noir. Long John Silver se démène pour remotiver les troupes et Jim comprend maintenant qu'il essaye de retenir la mutinerie qui s'apprête. Le capitaine prend la parole. « Messieurs, nous sommes tous fatigués. Je propose à tous ceux qui le désirent un après-midi à terre. Je tirerai un coup de fusil une demi-heure avant le coucher du soleil. » Espérons que Silver retienne encore la mutinerie. C'est notre seule chance. Et puisse-t-il ne jamais savoir que l'on connaît son plan, ou bien nous sommes perdus. Le capitaine s'éclipse, et Silver prend les commandes avec un naturel déroutant. Et alors qu'il guide les mutins jusqu'à la côte, Jim a une idée folle. N'écoutant que son courage, il se glisse discrètement dans la première chaloupe, rame comme un fou sous le regard incrédule de Silver et, arrivé sur la côte, s'enfonce seul dans la forêt. « Jim! Jim! Hawkins !» Jim n'est à terre que depuis quelques heures, mais il a déjà pris goût à l'exploration. La raison lui revient brusquement, lorsqu'il aperçoit au loin Silver venir à bout de 2 matelots honnêtes qui s'opposent à lui. Malgré son unique jambe, il est d'une agilité incroyable. Ses crimes accomplis, Long John se met à souffler avec une vigueur incroyable dans un petit sifflet. Les mutins vont le rejoindre, pense Jim, et peut-être me surprendre. Il se met à courir vers une colline quand il aperçoit au loin une forme étrange.
Qui va là? Ben Gunn. Suis le pauvre Ben Gunn. Ça fait 3 ans qu'il n'ai pas vu un humain. Je mange des chèvres et des huîtres. Mon cœur se languit d'un repas chrétien. Dis-moi, gamin, t'aurais pas du fromage sur toi? Puis il regarde autour de lui, baisse la tête. Je suis riche. Riche, je te dis. Et je ferai de toi un homme riche si tu me ramènes sur le continent. Jim a alors une heureuse intuition et raconte à l'homme toute la mésaventure. Si tu me promets de dire à ton sieur que je suis brave et d'être généreux avec moi, je vous aiderai. Il me laisserait bien avec 1000 livres, ton sieur, hein? Hawkins, qui n'a rien compris à cette dernière phrase, lui confie qu'il ne sait pas comment retourner au bateau. L'homme de l'île lui dit que ce n'est pas un problème, qu'il a fait un canot de ses propres mains, un canot caché au niveau du rocher blanc sur la côte. Et soudain, ils ont commencé le combat. Suivez-moi. Drapeau d'Angleterre, tes amis sont là. Essoufflé par la course, Jim s'arrête. Et si c'était un piège? Rassure-toi, petit gars. Si c'était Silver, il aurait hissé une tête de mort. Va trouver ton sieur, petit gars. Quand tu auras besoin de moi, tu sauras me trouver, hein, là où on s'est rencontrés tout à l'heure. Interrompus par le canon, ils se mettent à courir chacun de leur côté. Jim avance entre chaque coup de canon, d'arbre en arbre, de cachette en cachette. Les déflagrations continuent. Alors que le soleil atteint l'horizon, Jim est maintenant près du rivage et voit au loin l'Hispaniola. Le fier navire qui l'a conduit jusqu'ici n'arbore plus le fier drapeau de l'Angleterre, mais un pavillon noir. Les pirates l'avaient pris. La nuit étant tombée, les canons cessent leur vacarme, et Jim peut rejoindre le fortin où se trouvent le docteur, le sieur et le capitaine. Il leur raconte sa rencontre, en précisant que le pauvre bougre n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. « Ton doute prouve qu'il est sain d'esprit, » lui répond le docteur. 3 ans de solitude sur une île. Comment pourrait-il paraître sain d'esprit? Il aime le fromage, dis-tu. Nous lui donnerons ce que nous avons. Ce sera pour Ben Gunn. Jim est un peu rassuré, mais il a froid. Couché au milieu du fortin, il passe de longues minutes à se tourner dans sa couche avant de s'endormir, comme une bûche. L'attaque réveille Jim en sursaut. Les balles fusent de toutes parts.
Les pirates se sont mis en tête de prendre le fortin. Après 2 jours de combat, et malgré les ruses de Silver qui a tenté l'armistice, les pirates commencent à perdre du terrain. Le capitaine a été blessé au combat, mais le docteur l'a rapidement mis hors de danger. Jim, lui, n'a eu qu'une petite estafilade sur le dos de la main. Mais il ne compte pas rester sans rien faire. Pour la 2e fois, il se met en tête d'affronter le danger. Il pioche quelques biscuits dans la réserve pour prévenir la faim, et prend un coutelas et une paire de pistolets. Puis se glisse discrètement hors du fortin, direction le rocher blanc sur la côte. Il trouve l'embarcation bricolée de Gun, vogue jusqu'à l'Hispaniola et se hisse avec peine sur le navire. À son bord, un pauvre marin encore fin sous le regarde sans rien comprendre. « Je suis monté à bord pour prendre possession de ce navire », lui déclare fièrement Jim. « Je vous prie de me considérer comme votre capitaine désormais. Sachez que je ne peux pas naviguer sous ces couleurs. Mieux vaut pas de pavillon du tout que celui-là. C'en est fini du capitaine Silver. » En rentrant au fortin pendant la nuit, après être parvenu non sans peine à manœuvrer le navire jusqu'à une crique voisine pour le cacher, Jim Hawkins tombe nez à nez, non pas avec le docteur, ni le sieur, ni même le capitaine, mais avec une masse sombre qu'il n'arrive pas à reconnaître. « Allumez vos torches, boucaniers !» Les pirates avaient fait main basse sur le commandement. Alors, voilà Jim Hawkins, casse ma carcasse. Approche-toi, petit gars, en toute amitié. Jim obéit sans un mot en baissant la tête. Je vais te dire ce que je pense. Je t'aime bien. Et j'ai toujours voulu que tu nous rejoignes et prennes ta part. De toute façon, t'as plus le choix maintenant. Le docteur t'en veut à mort. Ingrat, il a dit. Ils veulent plus de toi. Mais t'es libre, mon gars. Nous rejoindre ou... Jim sentait bien que sa vie dépendait de la réponse qu'il donnerait. Rassemblant tout son courage, il se dresse devant les pirates et s'exclame. « Si je dois me résigner au pire, ça m'est égal. J'ai vu trop d'horreur à vos côtés. Décidément, vous n'êtes pas en veine. Navire perdu, trésor perdu, matelot perdu. Et vous voulez savoir qui est responsable? C'est moi! J'étais dans le tonneau à pommes quand vous avez imaginé le plan. C'est moi qui ai trouvé la carte au trésor, c'est moi qui l'ai donnée au docteur, et moi encore qui ai emmené l'Hispaniola où vous ne la trouverez jamais. Tuez-moi ou épargnez-moi.
Mais je suis peut-être le dernier témoin qui puisse vous éviter la potence. » À ces mots, les pirates virent au bout et sortent leur coutelas. D'un geste franc, Silver les stoppe net. « J'envoie pour importer la main sur lui, où je verrai la couleur de ses tripes. » Après la bagarre, les pirates se réunissent et décident de destituer Silver en lui donnant la fameuse marque noire. Long John déploie alors toute sa rhétorique et sa ruse pour les amadouer. Puis, pour finir de les convaincre, il dégaine la carte au trésor. Le docteur, pour une raison que Jim ignore, lui avait cédé en lui indiquant « Attendez-vous à du grabuge quand vous le trouverez. » Sans plus attendre, l'équipe de flibustiers se met en route. Direction le trésor. C'est là, les gars! C'est là! C'est là qu'est le magot! Hurle un des hommes. Les pirates se mettent à courir vers un grand trou, puis s'arrêtent à son bord, comme assommés. Pas une pièce d'or, pas un lingot, rien que de la terre, des planches de bois et une pioche cassée. La cachette avait été découverte et pillée. Se dit Jim Hawkins en souriant. Il a eu la bonne idée de déplacer le trésor bien longtemps avant notre arrivée. « Tu le savais, tonnerre, Silver, tu le savais! Regardez sa tronche, sûr qu'il savait !» En disant ces mots, les pirates se retournent vers Silver, les yeux noirs, puis sortent leurs armes. « Par ici, les gars !» hurle le docteur, son fusil encore fumé. Chacun se met à cavaler dans sa direction. D'un côté, les pirates, on ne sait dans quelle direction, et de l'autre, le docteur, Jim, Silver et Ben Gunn, en route vers la crique où se cache l'Hispaniola. Les voilà tous débarquant sur le pont, levant l'ancre, à grand-peine, puis s'en allant de cette île maudite à jamais. Et, tandis que le bateau s'éloigne de la côte, les mutins apparaissent au loin, en secouant les bras et proférant des jurons. Et le trésor? Il était dans la cale du bateau. Des lingots d'or et presque toutes les monnaies du monde, des louis, des Georges, des sequins, des moïdors brésiliens, les effigies de tous les rois d'Europe, des pièces orientales, des pièces trouées, des pièces carrées. Il y en avait autant que de feuilles à l'automne.
Après cette histoire, le capitaine prit sa retraite. Le docteur et le sieur reprirent leurs affaires et Ben Gunn devint gardien dans un petit village, après avoir dépensé toute sa part en moins d'1 mois. Quant à Silver, il avait profité d'un moment d'inattention à la première escale du retour pour s'évader avec un sac du magot. On n'entendit plus jamais parler de lui. Jim pense encore souvent aux 3 mutins abandonnés sur l'île, en se disant qu'entre ça et la potence, ils s'en sont finalement bien sortis. Pour sa part, il était maintenant temps de retrouver son insouciance et de redevenir un enfant. Même si encore aujourd'hui, dans ses rêves, la nuit, il entend le ressac marteler les rochers, les pirates soûls en train de chanter, les oiseaux criant sur la mer bleue, les coups de feu, dernier vestige sonore de l'île au trésor.